Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. Au sommaire, des acteurs de la santé de la sous-région ouest africaine en conclave au palais des congrès de Cotonou. Une rencontre qui a pour thème infirmières et sages-femmes, piliers de la couverture universelle dans la sous-région ouest africaine. Des cas de viol s'enregistrent de plus en plus dans la commune d'Abomey-Calavi. Face à ce phénomène, des mesures ont été prises. Nous ferons le point dans cette édition avec le maire Angelo Arwandjinou. Et puis, 2 jours après le coup de force des militaires en Guinée, les putschistes promettent aujourd'hui la libération des opposants arrêtés sous le président déchu Alpha Condé. Je l'annonçais en début d'édition, le Collège ouest-africain des soins infirmiers et obstétricaux mobilisé autour du thème infirmières et sages-femmes, piliers de la couverture universelle dans la sous-région ouest-africaine. Les travaux ont été officiellement ouverts cet après-midi à Cotonou. Le point, c'est avec Espoir Mabou. Aucune structure sanitaire dans la sous-région ouest-africaine ne peut bien fonctionner sans les infirmiers et les sages-femmes. Ils sont d'ailleurs les plus nombreux parmi les agents de santé. C'est dans cette idée que s'inscrit le thème de cette rencontre. Un thème appelant à la formation pointue et pointilleuse de ces corps pour des soins plus appropriés puisque tout n'est pas rose. Les déviances existent et doivent nous amener à prendre plus conscience au travail parce que nous avons la charge de vie humaine. C'est ce qu'a compris le gouvernement de la République du Bénin pour engager des réformes dans ce domaine et finir avec les pratiques routinières nuisibles à la santé. Le représentant résident de l'OMS dira qu'une réflexion sur l'harmonisation des normes de la qualité de soins pour les communautés africaines s'impose. Au cours de ces assises, je voudrais souligner l'importance d'une analyse approfondie et solide des principaux problèmes auxquels sont confrontés les professions de sages-femmes et d'infirmiers par vous-même, les différents spécialistes et acteurs de terrain que vous êtes, pour une définition des orientations les plus contributives en termes d'accélération des progrès vers l'atteinte des objectifs de développement durable. En lançant les travaux de cette assise, Benjamin Hunkpati, ministre de la Santé, va profiter de la tribune pour lancer un appel aux agents de la santé. La pandémie de Covid oblige. Je voudrais de cette tribune lancer encore un appel à tous les agents de santé qui sont au front pour que leur premier cri de cœur, qui est de sauver la vie qui leur a été confiée, se manifeste à travers déjà l'adhésion à la vaccination contre la COVID-19 pour se sauver et pour sauver celle des autres. Je vous exhorte au cours de cette Assemblée générale à vous rendre disponibles et réceptifs afin d'actualiser vos connaissances pour une réelle amélioration des soins infirmiers obstétricaux dans notre pays et dans toute la sous-région ouest africaine. L'Assemblée générale biennale réunit des participants venus du Nigeria, du Ghana, du Libéria, de la Gambie, de la Sierra Leone et du Bénin. Ce rendez-vous sera couplé avec la 25e session scientifique et la 40e réunion du Conseil de l'organisation. L'ancien secrétaire général de la CSA Bénin, Confédération des syndicats autonomes du Bénin, Dieudonné Lokossou, a rendu l'âme ce matin au Centre national hospitalier et universitaire Hubert Kotoko-Maga de Cotonou. Homme de conviction, il aura marqué incontestablement le paysage social et politique du Bénin. Dans nos prochaines éditions, vous suivrez les témoignages de quelques-uns de ses camarades de lutte.
L'alphabétisation est un facteur d'unité des droits humains. À la veille de la célébration de cette 56e journée internationale de l'alphabétisation, le ministre des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle insiste sur la réduction de la fracture du numérique. Voici un extrait de son message. Il est au micro de Maury Agua. Cette journée sera une occasion d'examiner les façons dont l'alphabétisation peut contribuer à bâtir un fondement solide pour l'épanouissement de l'homme en mettant en avant des interactions entre l'alphabétisation et les compétences numériques dont ont besoin les jeunes et les adultes non alphabétisés. Elle va également explorer les facteurs qui permettent de concevoir une alphabétisation fondée sur la technologie et utile afin de ne laisser personne de côté. Aussi, cette journée constituera-t-elle l'occasion de réinventer l'avenir de l'enseignement et des apprentissages dans le domaine de l'alphabétisation, tout en tenant compte du contexte de la pandémie de coronavirus. Pour cela, il sera question de réfléchir et de discuter de la conception des pédagogies liées aux enseignements-apprentissages. Un accent sera également mis sur l'analyse du rôle des éducateurs, des systèmes de gouvernance, ainsi que des mesures efficaces susceptibles de soutenir l'apprentissage tout en visant l'atteinte des objectifs de l'ODD 4 qui mentionne l'alphabétisation fait partie intégrante de l'éducation et de l'apprentissage tout au long de la vie, fondée sur l'humanisme. Chers compatriotes, mesdames et messieurs, le gouvernement accorde une attention particulière à l'atténuation de l'impact de la crise de Covid-19 sur l'alphabétisation en encourageant le développement des pédagogies et des méthodes adaptées à la crise actuelle. La mise en place de la plateforme de la bibliothèque numérique en langue nationale, le référentiel de l'alphabétisation à la formation professionnelle en lien avec le numérique, la réalisation des modules performants de formation multimédia, la traduction en langue nationale des modules de formation en électricité en sont des illustrations. Je voudrais saisir cette occasion pour féliciter tous les acteurs à tous les niveaux qui ne cessent de consentir des efforts et sacrifices pour alphabétiser nos compatriotes à travers les langues nationales. La rentrée scolaire démarre le 20 septembre prochain sur toute l'étendue du territoire national. Quelles sont les dispositions à prendre afin d'assurer une bonne rentrée aux apprenants? Irénée Maoulin-Contant, consultant formateur, spécialiste des questions d'éducation, a opiné sur la question dans l'émission Matin d'Éden de ce jour. Suivons ici un extrait de ses propos. L'organisation qu'il faut, c'est que il faut déjà à la maison commencer par préparer le mental de l'enfant sur l'enjeu. Pour avoir laissé les bancs, laissé les classes depuis près de 2 mois, beaucoup ont déjà oublié les réflexes. Donc c'est aux parents de leur rappeler les différentes réflexions, les différentes orientations qu'il faut pour que le jour de la rentrée, l'enfant puisse bien s'immerger, avoir une bonne immersion dans le système scolaire. Ces préparatifs, c'est quoi? C'est déjà les fournitures scolaires. Un enfant qui a 2 semaines de la rentrée n'a pas encore un bic, n'a pas encore un sac, n'a pas encore un cahier.
mais il va se faire des soucis sur ce qui veut se passer. Donc, les parents doivent déjà commencer par prêter les fournitures scolaires de leurs enfants. Après cela, il y a l'inscription dans les établissements. Il y a d'autres qui veulent changer d'établissement, il y a d'autres qui sont passés en classe supérieure. Donc, l'inscription est très capitale pour que l'enfant ait déjà son billet d'entrée, comme on le dit. Ce n'est pas le jour de rentrée qu'il faut commencer par courir de gauche à droite pour commencer par mobiliser, je ne sais pas, de l'argent ou bien pour aller négocier avec l'établissement où l'enfant est dehors en train d'attendre que le parent puisse finir d'abord les négociations avant de rentrer en classe. Ce n'est pas bon. Recrudescence des cas de viol sur mineurs dans la commune d'Abomey et Calavi, une situation qui inquiète les autorités à divers niveaux, surtout celle de la commune. Suivez ici la réaction du maire Angelo Arantino sur le phénomène. Nous avons fait une réunion avec le ministre, le préfet, le procureur, avec les sages d'Escouronnés par rapport à ça. La dernière fois, où des recommandations fortes ont été données. On a fait le constat et c'est pour ça que cette réunion a été faite, pour voir comment maintenant lutter contre ça. C'est parce qu'on n'est pas d'accord qu'on a organisé la réunion, d'accord, et impliquer désormais maintenant les chefs d'arrondissement, les chefs quartiers. Ceux qui font ça là sont dans des maisons, non? Ils sont dans des familles respectives. Et c'est surtout au niveau des familles que ça se passe. Et au lieu que les familles laissent la justice aller au bout pour décourager définitivement ça, ce sont les mêmes membres de famille qui disent non, on va gérer ça entre nous à la maison parce que c'est le cousin du temps, c'est ça. Et c'est des faits qui encouragent la chose en fait. C'est pour ça que les collectivités ont été invitées à la réunion, on leur a expliqué le fait et on leur a dit désormais comment ils vont réagir par rapport à ce cas de viol sur mineurs. Donc c'est un acte à décourager sur le territoire de Calavi. Une affaire qui concerne tout le monde. Et j'invite la population à être vigilante et à la dénonciation. On ne doit pas laisser les gens commettre d'abord l'acte. Il faut sensibiliser, il faut anticiper. Donc la population est appelée à la vigilance, à fournir régulièrement les informations aux autorités que nous sommes. Saisir la police, la mairie, le procureur, toutes les voies possibles pour décourager ce vilain comportement qu'on note aujourd'hui dans nos communes. L'interruption volontaire de grossesse IVG est régie par le droit positif béninois, mais force est de constater que nombre de citoyens n'ont pas connaissance de ces tests. C'est ce qui explique la persistance des avortements clandestins. La loi qui régit la pratique pose 3 conditions. Le juriste Fréjus Atingolo nous apporte des précisions sur le cadre juridique de l'IVG. Il est au micro de Clémence Tonokwa. Le mot avortement n'existe pas en droit béninois. Le législateur a préféré l'expression interruption volontaire de grossesse. Parce que lorsqu'on prend le mot avortement au sens littéraire, ça peut être interruption volontaire ou non volontaire. Et lorsqu'on parle d'interruption non volontaire de grossesse, on va parler des fausses couches. Alors que le droit béninois ne régit pas les cas de fausses couches. Alors, lorsqu'on parle, on parle d'interruption volontaire de grossesse, le législateur a précisé interruption volontaire de grossesse sans habilitation et qualification médicale. Et lorsqu'on entend l'expression de cette manière, on peut également dire oui, il peut y avoir interruption de grossesse avec qualification et habilitation médicale. Et le législateur a encadré ce fléau-là en donnant 3 conditions. La première condition qui est un risque, lorsque la grossesse comporte un risque pour la santé de la femme enceinte. La deuxième condition, lorsque nous sommes dans des cas de viol ou les cas de grossesse issus d'une relation incestueuse ou lorsque l'enfant, le fœtus, a une malformation. Et lorsqu'on prend le pan qualification médicale, il ne s'agit pas, lorsqu'on se retrouve dans ces conditions, devant l'une de ces conditions, d'appeler son frère, un médecin, un ancien médecin, de dire voilà, le législateur a prévu que lorsque le fœtus a une malformation, il faut avorter. Donc viens m'aider, nous allons avorter. Il faut un médecin qualifié, un médecin certifié. Et l'article 519 du Code pénal a été clair. L'alinéa 2 précise que lorsque l'interruption de grossesse se passe dans des lieux inappropriés ou des conditions qui ne sont pas autorisées par le ministère
de la santé, alors la peine prévue, la sanction sera au double. Et lorsqu'on parle de sanction en cas d'interruption volontaire de grossesse, hormis ces 3 conditions-là que j'ai énumérées, le législateur a prévu que celui qui sera reconnu coupable de ces faits sera puni d'une peine d'emprisonnement allant de 5 ans à 20 ans et d'une amende allant de 500 000 à 2 millions. Et lorsque ça se passe dans des conditions pas normales, des conditions qui ne sont pas autorisées du tout, des personnes qui ne sont pas qualifiées à le faire, qui le font, la peine sera au double. Actualité en dehors du Bénin, en Guinée, 2 jours après les coups de force des militaires, les putschistes promettent aujourd'hui la libération des opposants arrêtés sous le président déchu Alpha Condé. Ils évoquent également une concertation nationale pour définir les contours de la transition politique. Béret rouge, treillis, cagoule ou encore lunettes noires. Pour une première apparition publique, la panoplie était complète. Devant les ministres et présidents d'institutions, sommés d'assister au discours sous peine d'être taxés de rébellion, ce lundi, c'est un groupe au contour encore imprécis qui s'est présenté pour justifier ce coup de force opéré la veille. On ne fera pas de cours d'histoire aujourd'hui, mais je vais juste rappeler que notre pays a souffert du comportement peu honorable de ce qu'on appelle ses élites. Nous nous sommes retrouvés dans une situation d'injustice, de corruption, de clientélisme, le népotisme, la privation des libertés individuelles et le collectif étaient monnaie courante. Avec un nom déjà trouvé, le CNRD, pour Comité national du rassemblement et du développement, le groupe, dans son discours, tente de rassurer. Pas de chasse aux sorcières prévue, des contrats économiques qui seront respectés. Reprise depuis lundi des vols commerciaux après l'annonce la veille de la fermeture des frontières aériennes. Des mots censés apaiser la population. Les Guinéens qui se sont réveillés dans un pays sous couvre-feu. Magasins fermés, accès au centre-ville surveillé par des soldats armés. Mais certains habitants accueillent avec espoir ce nouveau pouvoir et le renversement du président Alpha Condé. Moi, personnellement, je suis content. Pourquoi? Parce que la vérité, on a dit, les Guinéens étaient très fatigués. Parce que nous ne voulons pas la question du 3e mandat. Donc, Dieu merci. Dieu merci, cette fois-ci, nous condamnons bien sûr un coup d'État, mais si un coup d'État positif, vraiment nous saluons. Un appel à les nouvelles autorités vraiment d'organiser les élections le plus rapide possible, de vraiment retourner le pays dans la voie constitutionnelle. Un 3e mandat controversé. Les putschistes, eux, comptent sur l'opposition pour appuyer leur prise de pouvoir et promettent la libération des opposants arrêtés sous Alpha Condé, la mise en place d'un gouvernement d'union nationale et d'une transition politique inclusive. L'ouverture d'une prochaine concertation nationale est prévue pour en définir les modalités. Le principal parti d'opposition se positionne déjà pour en faire partie. Le CNRD peut compter sur le soutien de l'ANAT dans l'effort qui vise à construire une démocratie apaisée dans notre pays. Des promesses de jours meilleurs dans un pays miné par la pauvreté et la corruption. Mais des déclarations qui ne convainquent pas la communauté internationale. L'ONU, l'Union africaine et la France ont condamné ce coup de force et appelé à la libération du président Alpha Condé. Et puis, face à la menace afghane, la Russie mène des exercices militaires dans le secteur de l'Asie centrale. Des sessions de formation des forces de déploiement rapide au Kurdistan des pays voisins de l'Afghanistan ont débuté aujourd'hui. Ça y est, c'est parti pour 3 jours de manœuvres militaires ici dans l'est du Kyrgyzstan. Les exercices ont officiellement débuté tôt ce matin et déjà tout au long de la matinée, des colonnes de blindés avec des tanks mais aussi des pièces d'artillerie, des avions ou encore des hélicoptères
ont visé des cibles qui se trouvent sur les flancs des montagnes, juste derrière moi. Alors l'objectif de ces manœuvres organisées au sein de l'Organisation du traité de sécurité collective, eh bien c'est, je cite, la préparation et la conduite d'opérations visant à neutraliser des formations illégales armées. Écoutez. La situation militaire et politique dans la zone de responsabilité de l'Organisation du traité de sécurité collective reste difficile. Elle est malheureusement moins favorable dans la région d'Asie centrale et se développe sur fond de prise du pouvoir par les talibans en Afghanistan, pays frontalier du Tadjikistan. Le terrorisme international et l'extrémisme religieux est resté élevé. Nous lançons aujourd'hui des manœuvres conjointes avec les unités des forces collectives de déploiement rapide, Roubaix 2021. Pendant ces manœuvres, nous allons travailler de manière pratique sur l'application des forces et des moyens du système de sécurité collective dans le but de protéger les États membres de l'organisation. Sont clairement visés ici les groupes islamistes en provenance de l'Afghanistan tout proche qui pourraient bien déborder sur les pays d'Asie centrale, alliés de Moscou. Et le nom donné à ces exercices est d'ailleurs assez significatif, assez explicite. Il s'agit des exercices Roubaix 2021, Roubaix qui veut dire en français limite, frontière. En image, les talibans disent contrôler tout l'Afghanistan. Ils affirment avoir pris la vallée du Panjshir où un chef local a lancé un appel à la résistance. Les insurgés assurent avoir vaincu ces combattants du Front national de libération. C'est la dernière région du pays qui échappait encore à leur contrôle. Toujours en Afghanistan, des dizaines de femmes activistes manifestent pour leur libération. La population reste dans l'attente d'un nouveau gouvernement. Une confrontation entre talibans et femmes afghanes. Une passe d'armes qui semble respectueuse dans les rues de Mazar-e-Sharif, au nord de l'Afghanistan. Un groupe d'une dizaine d'activistes ont décidé de marcher avec le mot liberté en caisse de résonance. Nous ne craignons pas les meurtres, les tirs et les gaz lacrymogènes. Et nous ne voulons pas de leurs faux mots et des mensonges que les talibans ont fait aux femmes de Hérat. Nous voulons nos droits. Et la liberté est le droit le plus important des femmes afghanes. S'ils laissent les femmes sans emploi, c'est clairement contre nos droits humains. Et aussi ces femmes qui travaillent et soutiennent leurs familles resteront sans emploi. Nous ne reculons pas, les femmes ne peuvent pas être éliminées, pouvait-on lire sur les pancartes. Côté taliban, la méfiance est de mise alors que les plus grands dirigeants de la planète attendent des actes concrets après leur prise du pouvoir. C'est la propagande de nos ennemis, une propagande contre l'islam et l'émirat islamique qu'ils diffusent souvent pour créer une distance entre l'émirat islamique et son peuple. Ils ont fait descendre nos femmes dans la rue et les ont poussées à se rebeller. Vos droits et les droits des femmes ne devraient pas être combattus dans les rues et les bazars. Vous devriez utiliser vos voix pour nous appeler. Nous viendrons même dans vos maisons pour entendre vos voix et ensuite nous transmettrons vos voix au gouvernement central. Et le gouvernement central est prêt à prendre des décisions positives qui bénéficieront au peuple. Un futur gouvernement qui pourrait ne pas être constitué de femmes ministres, directive qu'a laissé entendre mercredi dernier le chef adjoint taliban du bureau politique au Qatar. Tension d'ailleurs palpable ces derniers jours au cœur de la capitale devant le palais présidentiel. Une manifestante a déclaré avoir été confrontée notamment à des gaz lacrymogènes. Le futur des femmes dans ce nouvel Afghanistan au centre de plusieurs interrogations, alors que les étudiantes ont repris les chemins des universités, seulement privées, et avec l'obligation de porter une tunique noire, un niqab et de se placer à distance des hommes. L'Union européenne dit aujourd'hui se pencher attentivement sur ce dossier tout en prenant de la hauteur. Parfois, l'alarmisme, lorsqu'il n'y a qu'un seul point de vue, nous empêche d'examiner l'ensemble du problème. Donc, je pense que pousser les talibans à respecter leurs engagements et aider à développer un Afghanistan islamique modéré est ce que nous pouvons encore faire de mieux.
L'Union européenne informe également être toujours en contact avec les talibans via le Qatar et souhaite que les femmes puissent avoir des places de choix dans les domaines humanitaires et politiques. Ce sera tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir chez vous.